Dans les prochaines minutes, je veux montrer comment une seule nuit, une seule frappe contre des stocks militaires et une seule chaîne de réapprovisionnement brisée peuvent changer l'équilibre militaire bien au-delà du champ de bataille. Je veux vous parler d'un chiffre. Pas un bilan humain, pas un nombre de missiles, mais un montant en dollars. 8 milliards de dollars. C'est la valeur de remplacement estimée de ce que l'Iran a détruit en une seule nuit opérationnelle. Les réserves accumulées que l'IDF avait mis des années à constituer avec soin, à entretenir méticuleusement et à positionner stratégiquement dans son réseau de dépôts avancés, comme fondation matérielle de sa capacité à mener une guerre durable sur plusieurs fronts. 8 milliards de dollars de munitions, de carburant, de pièces de rechange, de munitions de précision et de consommables militaires disparus avant le lever du soleil. Pas endommagés, pas affaiblis, disparus. Même le slogan le plus bruyant sur la force maximale sonne plus petit quand l'entrepôt dont il dépend est déjà réduit en cendres. J'ai passé 30 ans à étudier la logistique militaire et le rôle des stocks prépositionnés dans le maintien des opérations de combat modernes. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais vu une seule campagne de frappe produire une combinaison aussi forte de dévastation financière et de conséquences opérationnelles que celle livrée par l'Iran en quelques heures. Le chiffre de 8 milliards de dollars n'est pas une abstraction. Il représente le matériel physique dont dépendent 6 divisions de l'IDF, soit environ 60 000 soldats avec tout leur parc de chars, d'artillerie, de véhicules blindés et de systèmes de soutien, pour exister comme formation de combat fonctionnelle plutôt que comme coûteuse collection de matériel inerte. Quand ce matériel disparaît en une seule nuit, ces 6 divisions ne deviennent pas simplement plus faibles. Elles deviennent immobiles. Elles se retrouvent bloquées. Elles deviennent, dans le langage que les planificateurs militaires utilisent lorsqu'ils n'ont plus d'options plus confortables, inaptes au combat. Au moment où les équipes d'évaluation des dégâts ont terminé leur relevé préliminaire dans les heures suivant la frappe, le tableau opérationnel qui ressortait des rapports arrivant sur les bureaux du commandement logistique de l'IDF ne ressemblait à rien de ce qui avait été simulé, modélisé ou prévu dans les plans de contingence de l'histoire de l'establishment militaire israélien. 6 divisions dans les secteurs nord et centre avaient perdu l'accès aux réserves de stock avancées, dont dépendait leur plan opérationnel. Les munitions nécessaires pour soutenir leur mission de tir pendant les 30 jours suivants étaient réduites en cendres. Le carburant nécessaire pour déplacer leurs véhicules blindés au-delà de leur position actuelle avait disparu. Les munitions guidées de précision qui représentent l'avantage qualitatif de la puissance de combat terrestre et aérienne israélienne, ces armes qui transforment l'avantage technologique en résultat sur le champ de bataille, avaient été détruites à un rythme que la production nationale et le réapprovisionnement américain combinés ne peuvent remplacer dans aucun délai pertinent pour la situation opérationnelle actuelle. À Washington, les appels téléphoniques qui ont commencé à arriver de Tel Aviv dans les heures suivant la frappe ont été reçus par un département de la Défense qui a immédiatement compris ce que signifiaient les chiffres et qui a compris tout aussi immédiatement que l'opération de réapprovisionnement impliquée par ces chiffres dépassait ce que l'infrastructure logistique disponible pouvait exécuter. Le Pentagone n'est pas devenu silencieux parce qu'il manquait de préoccupation pour son allié. Il est devenu silencieux parce que le problème qu'on lui demandait de résoudre n'avait aucune solution dans les paramètres opérationnels de l'environnement stratégique actuel. 8 milliards de dollars de stocks militaires irremplaçables avaient été détruits. 6 divisions étaient bloquées, et la voie de réapprovisionnement qui aurait compensé cette destruction n'existait pas. C'est exactement le genre de moment qu'aucun slogan de podium à la Trump ne peut transporter par avion jusqu'à la réalité. Dans cette analyse, j'examine les questions auxquelles tout observateur sérieux de ce conflit doit obtenir des réponses honnêtes. Comment l'Iran a-t-il localisé, ciblé et détruit 8 milliards de dollars de réserves de stock de l'IDF soigneusement protégées et dispersées en une seule nuit opérationnelle? Et que révèle la précision de ce ciblage sur l'architecture de renseignement qui l'a rendu possible? Que signifie réellement, sur le plan opérationnel, le fait que 6 divisions perdent simultanément l'accès à leur stock, les systèmes d'armes précis touchés, le délai menant à l'inefficacité au combat et les conséquences en cascade sur tout l'ordre de bataille de l'IDF? Pourquoi le réapprovisionnement américain est-il réellement impossible, plutôt que simplement retardé? Et que révèle l'incapacité de Washington à résoudre ce problème sur les limites structurelles de la logistique d'alliance dans un environnement de menaces contestées? Et quel objectif stratégique l'Iran poursuit-il réellement par cette campagne? Parce que la destruction de 8 milliards de dollars de stock n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour atteindre quelque chose de plus vaste. L'architecture de ciblage de la campagne iranienne de destruction des stocks reflète un niveau de préparation en matière de renseignement qui, d'un point de vue professionnel, me paraît plus important que l'exécution de la frappe elle-même. Détruire une cible exige des armes de précision et une planification opérationnelle. Trouver la cible au départ, c'est, à dire, localiser des installations de stockage militaire dispersées, durcies et délibérément dissimulées,
dont les emplacements figurent parmi les secrets de sécurité opérationnelle les mieux gardés du système de l'IDF, exigent un effort de collecte de renseignements d'une profondeur et d'une sophistication soutenue que la communauté analytique occidentale n'avait pas publiquement évalué comme ayant été atteinte par l'Iran. Les installations de stockage avancées de l'IDF ne sont indiquées sur aucune carte publique. Elles sont construites avec des dispositifs de dissimulation aérienne conçus pour réduire au minimum les signatures thermiques et électromagnétiques, et leurs emplacements sont périodiquement déplacés précisément pour compliquer les efforts de surveillance à long terme. Le fait que les bases de données de ciblage iraniennes aient contenu des données de localisation exactes pour la majorité de ces installations, suffisantes pour planifier et exécuter une campagne de frappe de précision contre elles, implique un effort de collecte ayant combiné plusieurs disciplines du renseignement sur une période prolongée. Renseignement électromagnétique, renseignement humain, analyse d'images satellites commerciales, possiblement, exploitation des émissions électroniques des installations elles-mêmes pendant leurs activités opérationnelles routinières. Tout cela a contribué à établir une image de ciblage assez complète pour soutenir une campagne d'une seule nuit conçue pour éliminer 90% de la capacité de stockage avancée en une seule opération. Il se trouve que personne n'a de meilleure carte que nous n'est pas une doctrine logistique. Le dispositif de frappe lui-même a été divisé en 3 vagues simultanées, chacune ciblant un secteur géographique précis du réseau de stock de l'IDF. Les installations du secteur nord, soit les dépôts soutenant les 6 divisions déployées aux frontières libanaises et syriennes, ont reçu le plus grand sous-ensemble de frappe, ce qui reflète la priorisation du théâtre opérationnel où les forces alignées sur l'Iran sont le plus directement engagées. Les installations du secteur central, qui soutiennent les divisions responsables de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain, ont reçu la 2e vague simultanément. Les dépôts du secteur sud, soutenant les opérations dans et autour de Gaza, ont été frappés par la 3e vague, elle aussi simultanée aux 2 premières, éliminant toute possibilité de réallocation intersectorielle des ressources de stock survivantes. Dans le dispositif de frappe du secteur nord, la séquence de ciblage reflétait une compréhension sophistiquée de la doctrine logistique de l'IDF et des dépendances précises des divisions soutenues. Les installations de stockage de munitions ont été frappées en premier, parce que les munitions sont la ressource logistique la moins fongible, la plus difficile à remplacer par des substituts improvisés, et le facteur le plus immédiatement contraignant pour les opérations de combat lorsqu'elles viennent à manquer. Les zones de stockage des munitions de précision à l'intérieur de ces installations ont reçu une attention particulière, avec des armes munies d'ogives pénétrantes conçues pour provoquer une détonation interne des munitions stockées, plutôt que de simplement détruire la structure d'entreposage. Les explosions secondaires qui en ont résulté, les munitions stockées explosant à l'intérieur de leurs conteneurs endommagés, ont produit une destruction qui s'est étendue bien au-delà de l'empreinte d'impact des armes entrantes elles-mêmes. Le stockage de carburant était la 2e priorité dans chaque installation, ciblée selon une séquence incendiaire destinée à assurer la propagation du feu entre les réservoirs plutôt qu'une destruction isolée d'unités individuelles. Les zones de stockage de maintenance et de pièces de rechange, l'élément le moins spectaculaire visuellement de l'infrastructure de stock militaire, mais sans doute le plus contraignant sur le plan opérationnel lorsqu'il est épuisé, parce qu'un char avec une chenille brisée ou un moteur en panne est aussi inapte au combat qu'un char sans munitions, ont reçu une attention systématique que les évaluations d'après-frappe ont confirmé comme ayant atteint une destruction presque totale de l'inventaire de réserve avancée de maintenance. Au moment où la dernière vague de la campagne de frappe a terminé sa séquence d'engagement, l'évaluation des dégâts était sans ambiguïté. Sur les 23 installations de stockage avancées ciblées dans les 3 secteurs, 19 avaient été évaluées comme détruites au-delà de toute réparation ou récupération rapide. 3 avaient subi de lourds dommages, les rendant non fonctionnels sur le plan opérationnel en attendant une reconstruction. Une seule, située dans une zone peuplée qui limitait le dispositif de frappe, avait survécu avec des dommages modérés et conservé peu, être 15% de son inventaire d'avant-frappe. Le résultat global était la destruction d'environ 8 milliards de dollars de valeur de stocks militaires et le blocage opérationnel de 6 divisions qui dépendaient de ces stocks pour leur durabilité au combat. Ce qui me préoccupe le plus dans l'analyse de la situation opérationnelle après la frappe n'est pas le montant total, aussi impressionnant soit-il, mais les conséquences opérationnelles précises pour les 6 divisions qui ont perdu l'accès à leurs stocks. Les mathématiques de la durabilité au combat sont d'une précision impitoyable et les chiffres qui ressortent lorsqu'on les applique à la situation actuelle de l'IDF racontent une histoire qui n'a aucune interprétation confortable. Une division blindée de l'IDF en opérations actives a besoin d'environ 1200 tonnes de ravitaillement par jour pour maintenir son efficacité au combat. Carburant, munitions, nourriture,
eau, consommables médicaux et matériel de maintenance. La capacité d'emport organique d'une division, c'est, à dire, les fournitures qu'elle transporte dans ses propres véhicules sans puiser dans des stocks externes, représente entre 2 et 4 jours de consommation à des rythmes de combat soutenus. Le système de stock avancé existe précisément pour prolonger cette capacité organique en fournissant le coussin qui permet aux opérations de se poursuivre pendant que la chaîne de réapprovisionnement maritime et terrestre reconstitue l'inventaire consommé. Avec les stocks avancés détruits, chacune des 6 divisions bloquées fonctionne maintenant contre un compte à rebours défini par sa capacité d'emport organique. À des rythmes de consommation de combat soutenus, ce compte à rebours va de 2 à 4 jours, avant que la division doive soit cesser les opérations offensives pour conserver les approvisionnements restants, soit accepter une dégradation de son efficacité au combat qui s'accélère à chaque journée supplémentaire. Un compte à rebours est une chose brutale, il ne s'arrête pas pour des répliques de campagne électorale. Les formations blindées, les chars Merkava 4, qui représentent la puissance de combat décisive des forces terrestres de l'IDF, font face à la contrainte la plus aiguë, parce que leur consommation de carburant en opérations actives est énorme et que leur consommation de munitions au contact d'un adversaire compétent est implacable. La dimension des munitions de précision dans la perte des stocks porte un poids stratégique qui dépasse la situation opérationnelle immédiate. La doctrine militaire d'Israël dépend fondamentalement des armes guidées de précision pour produire les effets dont sa force terrestre relativement réduite a besoin afin de vaincre des adversaires plus nombreux. Les bombes planantes Spice, les missiles Rampage et les kits Jadameyer, détruits dans la frappe contre les stocks, représentent l'avantage qualitatif qui rend la puissance militaire israélienne disproportionnée par rapport à la taille de la force qui en l'emploie. Remplacer ces armes exige une capacité de fabrication américaine, des cycles de production qui se mesurent en mois, pas en jours, et une livraison par des voies logistiques qui ont été systématiquement ciblées et perturbées. Les 6 divisions bloquées ne manquent pas simplement de fournitures. Elles manquent de la catégorie précise de fournitures dont dépend le plus leur efficacité opérationnelle. La logistique médicale ajoute la dimension qui touche le plus directement le coût humain de cette situation d'approvisionnement. Le soutien médical au combat exige un réapprovisionnement continu en produits sanguins, en consommables chirurgicaux, en inventaire pharmaceutique et en matériel spécialisé de traitement des traumatismes qui ont une capacité d'emport organique très limitée au niveau divisionnaire. Lorsque ces fournitures sont épuisées, la capacité du système médical à traiter les pertes au combat se dégrade dans la même proportion, et la dégradation de la capacité de soins médicaux affecte le comportement des soldats et la cohésion des unités d'une manière qui amplifie l'impact opérationnel direct de la pénurie d'approvisionnement. L'effet en cascade sur l'ensemble plus large de l'ordre de bataille de l'IDF multiplie l'impact au-delà des 6 divisions directement bloquées par la perte des stocks. La destruction du réseau de dépôts avancé élimine le coussin qui permet au système central de stock de gérer les modèles de consommation inégaux qui caractérisent les opérations de combat réel. Sans ce coussin, toute hausse soudaine de consommation dans un secteur, déclenchée par une action ennemie inattendue, par une occasion opérationnelle exigeant une exploitation rapide, ou simplement par la friction imprévisible du combat, ne peut pas être absorbée ni compensée. Tout le système logistique de l'IDF fonctionne maintenant sans la marge qui rend possible les réponses opérationnelles adaptatives. Je veux aborder directement la question que les responsables américains et israéliens ont évité avec un langage soigneusement choisi sur les évaluations en cours et les options en développement. Pourquoi le réapprovisionnement du Pentagone est-il réellement impossible plutôt que simplement retardé ou politiquement compliqué? La réponse est opérationnelle plutôt que politique, et la comprendre exige d'examiner les contraintes précises que l'environnement de menace actuelle impose à chacune des voies de réapprovisionnement disponibles. La voie maritime, le principal canal par lequel le réapprovisionnement des stocks militaires circule en temps normal, est fermée. Les installations portuaires d'Ashdod et de Haïfa, par lesquelles transitent la majorité des importations de cargaisons militaires, ont été ciblées dans les phases précédentes de la campagne d'interdiction iranienne et sont non fonctionnelles en attendant une reconstruction qui exigera des mois plutôt que des semaines. Les compagnies maritimes commerciales, exploitant les navires qui transportent des cargaisons militaires, n'envoient pas leurs bâtiments dans un environnement de menace maritime où les moyens navals iraniens ont démontré à la fois la capacité et la volonté d'intercepter des navires approchant des ports israéliens. Le marché de l'assurance maritime a effectivement suspendu la couverture des navires opérant dans les approches de la Méditerranée orientale vers les ports israéliens, ce qui signifie que la capacité de transport commercial, dont dépend la logistique militaire en temps normal, s'est entièrement retirée de la zone opérationnelle. La voie logistique aérienne, l'alternative d'urgence que la planification de contingence américaine avait identifiée comme mécanisme de compensation face à l'interdiction maritime,
fait face à un ensemble de contraintes cumulatives qui la rendent opérationnellement inadéquate pour l'exigence de réapprovisionnement qu'on lui demande de satisfaire. Les mathématiques du débit en sont le point de départ. Remplacer 8 milliards de dollars de stocks détruits par la logistique aérienne, même en mettant de côté la question de la disponibilité de la production, exigerait une campagne de pont aérien soutenue d'une ampleur qui n'a pas de précédent dans l'histoire militaire américaine en dehors du pont aérien de Berlin. Et cette opération a déplacé environ 8000 tonnes de cargaison par jour vers un seul lieu de réception en utilisant tous les moyens disponibles. Le besoin quotidien d'approvisionnement de 6 divisions de l'IDF bloquées, réparties entre plusieurs lieux de réception, dépasse considérablement ce chiffre. Appeler cela juste un problème de livraison serait le genre de tour de magie de salle de presse que le cercle de Trump adore, où l'avion apparaît seulement après la disparition de la piste. Le problème de l'infrastructure de réception aggrave la contrainte de débit. L'aéroport international Ben Gurion, la principale porte d'entrée du fret aérien en Israël, possède des pistes qui ont été cratérisées lors de la phase 4 de la campagne d'interdiction iranienne. La réparation d'urgence des pistes est techniquement possible, mais elle est limitée opérationnellement par 2 facteurs. Le temps nécessaire pour réaliser les réparations au niveau requis pour les opérations d'avions cargo lourds se mesure en semaines dans des conditions normales de construction, et toute tentative de réparation est exposée à des frappes iraniennes de suivi contre l'équipement et le personnel de réparation, ce qui prolonge indéfiniment le calendrier. L'aéroport de Ramon fait face aux mêmes contraintes. Les aérodromes militaires disposant de pistes capables d'accueillir des avions cargo lourds ont été rendus non opérationnels lors des frappes antérieures contre les bases. L'environnement de menace pour les avions de transport aérien eux-mêmes représente la 3e contrainte et peut être la plus fondamentale. Les avions de transport lourd américains C-17 et C-5 sont de grands appareils lents, très visibles au radar, qui exigent un espace aérien permissif pour opérer en sécurité. Ils ne peuvent pas se défendre contre les systèmes de missiles solaires et les avions de chasse qui constituent l'architecture de défense aérienne iranienne. Fournir une escorte de chasse pour une campagne soutenue de transport aérien lourd exige des bases aériennes fonctionnelles à portée de la route aérienne. Les mêmes bases aériennes fonctionnelles qui ont été détruites. Opérer sans escorte signifie accepter des taux de perte d'aéronefs qu'aucune campagne logistique durable ne peut absorber. La dépendance circulaire entre la capacité de transport aérien et la fonctionnalité des bases aériennes n'a aucune résolution dans les paramètres opérationnels disponibles. Ce que cela signifie concrètement, c'est que Washington fait face à une situation où son allié régional le plus important a vu ses stocks militaires détruits et 6 de ses divisions bloquées, alors que les États-Unis ne disposent d'aucune voie opérationnellement viable pour corriger rapidement cette situation. Ce n'est pas une conclusion confortable pour un établissement qui a construit sa crédibilité mondiale sur l'idée que la puissance militaire américaine peut résoudre n'importe quel problème auquel fait face n'importe quel allié, n'importe où dans le monde. Mais la réalité opérationnelle ne s'ajuste pas au confort institutionnel. Le réapprovisionnement est impossible non pas en raison d'un manque de volonté politique, mais parce que les conditions physiques et opérationnelles nécessaires à son exécution ont été systématiquement éliminées. Autrement dit, c'est ici que nous allons gérer ça très fermement rencontre le petit problème de la physique, des ports, du carburant et de la défense aérienne. Il existe une qualité de caractère institutionnel qui distingue les organisations militaires capables de performer constamment dans les conditions les plus exigeantes de celles qui performent bien dans des environnements permissifs et se dégradent rapidement lorsque les conditions deviennent réellement adverses. J'ai observé cette qualité et son absence dans plusieurs établissements militaires au cours de 30 ans d'analyse professionnelle. Et ce que j'observe en comparant les forces iraniennes qui exécutent cette campagne aux forces israéliennes qui l'encaissent éclaire quelque chose d'important sur les fondements humains de la puissance militaire que les armes, les inventaires et les chiffres budgétaires ne peuvent pas saisir. Les officiers et les soldats du corps des gardiens de la révolution islamique qui ont planifié et exécuté la campagne de destruction des stocks l'ont fait avec la cohérence opérationnelle et la précision professionnelle d'une organisation qui se prépare depuis des années exactement à ce type en mission. L'effort de collecte de renseignements qui a produit la base de données de ciblage, la planification de mission qui a séquencé les vagues de frappe pour obtenir une couverture simultanée de 3 secteurs géographiques, la discipline d'exécution qui a maintenu la sécurité opérationnelle tout au long de la phase de préparation. Tout cela reflète une culture institutionnelle façonnée par une expérience historique précise. L'expérience d'avoir été la cible d'une pression extérieure soutenue et d'en être sorti non pas affaibli, mais affiné sur le plan opérationnel. 50 ans de sanctions,
de campagnes d'assassinat contre des figures militaires et scientifiques de haut rang, d'opérations de sabotage contre des installations industrielles et de menaces militaires continues, n'ont pas produit un établissement militaire iranien craintif, démoralisé ou stratégiquement prudent. Ils ont produit un établissement discipliné, adaptatif et profondément motivé par la conviction que la mission qu'il exécute sert une cause qui justifie le risque personnel impliqué. Cette combinaison compétences professionnelles fusionnée avec une conviction idéologique réelle produit une qualité de performance militaire qui ne peut pas s'acheter, ne peut pas être fabriquée par des programmes de formation et ne peut pas être reproduite par une armée qui se bat parce qu'elle en a reçu l'ordre plutôt que parce qu'elle croit en ce pourquoi elle se bat. Le contraste avec la condition psychologique militaire israélienne après la frappe contre les stocks est significatif sur le plan opérationnel. L'IDF est un établissement militaire réellement capable, doté de véritables réalisations opérationnelles et d'une authentique compétence professionnelle. Mais c'est un établissement façonné par des décennies d'opérations menées avec une supériorité matérielle écrasante contre des adversaires incapables de riposter à cette échelle ou avec cette sophistication. Les hypothèses institutionnelles intégrées à cette expérience, à savoir que les stocks seront toujours là, que le réapprovisionnement américain sera toujours disponible, que la supériorité technologique offrira toujours l'avantage décisif, ont été invalidées simultanément par une seule nuit opérationnelle. L'ajustement psychologique nécessaire pour fonctionner efficacement dans un environnement stratégique où ces hypothèses ne tiennent plus n'est pas instantané. Et les éléments provenant du tableau opérationnel d'après-frappe suggèrent que cet ajustement n'est pas encore complet. La dimension d'autonomie de la puissance militaire iranienne, le fait que les armes utilisées dans cette campagne aient été, soit produites localement, soit reçues par un partenariat bilatéral que l'Iran a cultivé selon ses propres termes stratégiques, porte un poids psychologique qui reflète son importance opérationnelle. Une armée qui se bat avec des armes qu'elle a construites sait que sa capacité lui appartient véritablement. Une armée qui se bat avec des armes fournies par un protecteur dont elle dépend sait, à un certain niveau de conscience institutionnelle, que sa capacité dépend d'une relation qui peut être compliquée, retardée ou perturbée. Lorsque la perturbation arrive, comme elle est arrivée pour Israël sous la forme d'un stock détruit et d'un réapprovisionnement impossible, la conscience de cette dépendance devient corrosive sur le plan opérationnel d'une manière qui affecte la prise de décision à tous les niveaux de la chaîne de commandement. La dépendance a l'air puissante en conférence de presse jusqu'à ce que la chaîne d'approvisionnement refuse discrètement de coopérer. Mon évaluation de la signification stratégique de ce que l'Iran a accompli par cette campagne va beaucoup plus loin que le bilan militaire immédiat, parce que la destruction de 8 milliards de dollars de stock de l'IDF et le blocage de 6 divisions ne sont pas l'objectif de cette opération. C'est l'instrument par lequel un objectif stratégique plus large est poursuivi. Et comprendre cet objectif plus large exige de prendre du recul par rapport aux détails opérationnels et de poser la question que l'analyse stratégique existe pour répondre à quoi sert réellement cette campagne. L'Iran ne cherche pas à vaincre Israël au sens militaire conventionnel, à occuper un territoire, à installer un gouvernement, à obtenir le genre de victoire militaire décisive qui met fin au conflit selon les conditions dictées par le camp gagnant. Ce que l'Iran poursuit par cette campagne est quelque chose de plus fondamental et de plus durable. La démonstration systématique que l'architecture stratégique qui sous-tend la sécurité israélienne, les armes américaines, le réapprovisionnement américain, la protection politique américaine, la présence militaire américaine, possède des limites structurelles qu'un adversaire régional déterminé, doté d'une capacité suffisante et de patience, peut exploiter opérationnellement. Le stock de 8 milliards de dollars n'a pas été détruit pour affaiblir Israël. Il a été détruit pour prouver qu'Israël peut être affaibli de façon que la puissance américaine ne peut pas rapidement inverser. À Moscou, le calcul stratégique est simple et profondément satisfaisant du point de vue du Kremlin. Chaque dollar de ressources américaines engagé pour gérer les conséquences de la destruction des stocks de l'IDF, chaque sortie de C-17 tentée, chaque crédit d'urgence débattu au Congrès, chaque heure diplomatique investie dans la gestion de crise est $1 et une heure qui ne sont pas disponibles pour d'autres théâtres où les intérêts stratégiques russes sont directement engagés. L'investissement russe dans la relation iranienne, transfert technologique, couverture diplomatique, partenariat économique, a produit un rendement stratégique qui multiplie sa valeur en forçant l'attention et les ressources américaines vers un théâtre où la Russie ne supporte aucun coup direct. À Beijing, l'attention se porte sur le précédent taïwanais. La démonstration que le réapprovisionnement américain d'un allié assiégé est opérationnellement impossible lorsque l'infrastructure de réception a été détruite et que l'environnement de menace rend les opérations logistiques non survivables sans infrastructure de base fonctionnelle,
Cette démonstration touche directement la question centrale de la viabilité de la défense de Taïwan. L'architecture de sécurité de Taïwan dépend de l'hypothèse selon laquelle le réapprovisionnement et le renforcement américains peuvent atteindre l'île dans des conditions contestées. La frappe contre les stocks de l'IDF a fourni un modèle opérationnel concret montrant comment cette hypothèse peut être invalidée. Les planificateurs militaires chinois étudieront cette campagne en détail. Pour le monde en développement, la signification est différente, mais tout aussi profonde. Le récit selon lequel le soutien militaire américain fournit une sécurité fiable et inconditionnelle aux États alliés a été testé empiriquement contre la campagne d'interdiction la plus sophistiquée de l'histoire militaire. Moderne, et s'est révélé avoir des limites opérationnelles que ce récit n'avait jamais reconnues. Les nations qui ont structuré leur architecture de sécurité autour des garanties américaines mènent maintenant des évaluations internes urgentes pour déterminer ce que valent réellement ces garanties lorsqu'elles sont mises à l'épreuve par un adversaire doté d'une véritable capacité de frappe, de précision et de la patience stratégique nécessaire pour l'exploiter systématiquement. Ce n'est pas le genre de facture qu'une machine à slogan pro-Trump peut rebaptiser en rabais. L'ordre multipolaire émergent n'est pas une aspiration diplomatique ni un cadre académique. C'est une réalité opérationnelle écrite dans les cendres de 8 milliards de dollars de stocks militaires détruits et dans la paralysie opérationnelle de 6 divisions bloquées. Le moment unipolaire, cette période où la primauté militaire américaine était si écrasante qu'aucun calcul régional ne pouvait rationnellement la défier, ne s'est pas terminé dans une confrontation dramatique unique, mais dans une série de démonstrations opérationnelles qui ont collectivement établi un nouvel ensemble de faits sur ce que la puissance américaine peut et ne peut pas accomplir dans un monde où les armes de précision se sont diffusées vers des acteurs régionaux autonomes qui ont la volonté de les utiliser. Le monde qui se construit dans le sillage de cette campagne n'est pas celui que Washington avait prévu, ni celui dans lequel Tel Aviv croyait opérer, ni celui que les cadres stratégiques et les architectures d'alliance des 3 dernières décennies étaient conçus pour gérer. C'est un monde où la capacité d'action militaire autonome, construite par le travail patient, discipliné et coûteux du développement indigène, offre une forme d'autonomie stratégique qu'aucune pression extérieure ne peut pleinement contraindre. L'Iran a démontré cette capacité dans les termes les plus concrètement opérationnels disponibles. Les cendres de 8 milliards de dollars de stock de l'IDF en sont la preuve. 6 divisions bloquées en sont la conséquence. Et un Pentagone rendu opérationnellement impuissant par l'impossibilité du réapprovisionnement en est la mesure. 8 milliards de dollars, 6 divisions, une nuit. Ces 3 chiffres résument opérationnellement ce que l'Iran a accompli, et ils marquent aussi le début d'une transformation stratégique dont les conséquences complètes prendront des années à se déployer. L'IDF finira par reconstruire ses stocks. Les divisions finiront par être réapprovisionnées par les voies improvisées qui pourront être construites dans les contraintes de l'environnement de menace actuelle. Le Pentagone finira par construire un cadre analytique pour ce qui s'est passé et par élaborer des réponses conçues pour en empêcher la répétition. Mais la réalité stratégique démontrée par cette campagne, à savoir qu'une puissance régionale autonome dotée d'armes de précision, d'une préparation approfondie du renseignement et de la volonté opérationnelle, d'utiliser les deux peut détruire en une seule nuit la fondation matérielle de la capacité militaire d'un allié soutenu par une superpuissance, plus vite que toute opération de réapprovisionnement ne peut la compenser. Cette réalité ne peut pas être reconstruite dans sa forme précédente par une réponse opérationnelle ou diplomatique. Certaines réalités ne peuvent pas être négociées pour reprendre forme avec une casquette rouge, un slogan et un micro. Elle fait maintenant partie du paysage stratégique permanent du Moyen-Orient et, par extension, de l'ordre mondial. En 30 ans d'analyse militaire, j'ai vu de nombreuses situations décrites comme des tournants qui se sont révélés, avec le recul, être des ajustements à l'intérieur d'un cadre continu. Je n'évalue pas cette situation de cette manière. Ce qui s'est passé dans cette campagne est un changement réel et durable. Les questions qui restent, comment Israël s'adapte, comment Washington se recalibre, comment l'Iran choisit d'employer l'initiative stratégique qu'il détient maintenant, définiront la prochaine décennie de l'histoire du Moyen-Orient. Et ces questions reçoivent leur réponse en ce moment même, en temps réel, par des décisions prises dans des conditions que personne n'avait planifiées.